L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Angela Kpedia, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes spécialiste en communication pour la santé, journaliste à l'ORTB, présidente de l'organisation non gouvernementale N'aie pas peur, auteur de Bris de silence. Bonjour à vous. Bonjour encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là ce matin pour commenter avec nous cette loi pour protéger la femme qui a été initiée par le gouvernement de la République du Bénin. C'est une initiative qui rentre un peu en ligne de mire avec vos combats, vos derniers combats de cette temps-ci. Dites-nous, que pensez-vous de cette initiative du gouvernement et des propos qui ont été tenus par le chef de l'État, notamment son engagement à lutter contre le harcèlement sexuel? Je trouve que c'est une volonté politique à afficher, un engagement de la part du président de la République très affiché, et je suis toute heureuse puisque déjà le 1er mai 2020, qu'il vous souvienne, lorsque le chef de l'État me recevait à travers cette publication que j'ai faite sur ma page Facebook, il avait déjà promis qu'il ferait en sorte de promouvoir la femme et de la protéger. Ensuite, lorsqu'il revenait pour ce deuxième mandat, rappelez-vous très bien, il a mis ça sous le signe du social. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a choisi comme colistière une femme. Donc, c'était déjà des signaux très forts que le président de la République donnait. Parce que en réalité, lutter contre le harcèlement sexuel, c'est participer au développement de notre pays. Quand on parle de corruption, ce n'est pas seulement au niveau économique. Il faut reconnaître que la corruption, ça peut être aussi, disons, intellectuelle. Quand je parle d'intellectuel, c'est pour dire que il y a des femmes et des hommes qui utilisent leur sexe, leur corps pour atteindre des niveaux qui ne sont pas les leurs, pour affecter, enfin, c'est ça, c'est ce qu'on appelle souvent promotion canapé ou droit de cuissage. Et tout ça, lorsque on fait la promotion des femmes de cette manière-là, on corrompt intellectuellement lorsque chacun n'est pas à la place qu'il mérite en réalité. Mais lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, Angela Kpedia, selon vous, le harcèlement sexuel se conçoit comment? C'est quoi le harcèlement sexuel pour vous, en termes clairs? Est-ce que parce que un enseignant éprouve des sentiments à l'égard de son apprenante il harcèle? Est-ce que parce qu'il a déjà envoyé un texto à une fille qu'il harcèle? Pour vous, à partir de quel moment on peut parler de harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel, c'est un enchaînement de gestes, de propos, de messages, comme vous étiez en train de le dire, qui finissent en fait à connotation sexuelle, bien évidemment, mais qui finissent par porter atteinte à la dignité d'une femme. Par exemple, votre chef hiérarchique, parce que vous devez être dans une position de subordination. Votre chef hiérarchique, votre professeur, qui vous sert en situation de vulnérabilité, et qui commence par vous faire des avances, la notion de consentement aussi est là, et la notion de répétition aussi. Il commence par vous faire la cour, mais vous affichez un non ferme, mais à partir de ce moment, il commence par vous donner des tâches dégradantes, humiliantes. Il vous donne même pas des consignes correctes. Vous vous perdez dans les consignes. Et donc, ça se suit. En fait, le harcèlement, ces messages répétés à connotation sexuelle. En fait, c'est quand on harcèle. Oui, finissent par... Il y a la répétition, mais il y a aussi la vulnérabilité, et ensuite cette manière d'atteindre votre personne, votre propre personne, quand on vous touche à brûle pour point, ou bien quand il y a harcèlement sexuel, harcèlement moral, parce que vous avez dit non. Tout ça, c'est du harcèlement sexuel. Et dans notre communauté, il faut le dire, la limite entre le consentement et le non-consentement n'est pas bien claire, puisque dans notre société, pour une femme, lorsque le monsieur vous fait la cour, ce n'est pas toujours bien,
c'est l'entendement national, enfin commun qui est comme ça. Il ne faut pas dire oui au premier coup. Mais lorsque votre vis-à-vis commence à répéter, à revenir vers vous et à vous persuader, il faudra distinguer ça du harcèlement qui, en fait, le harcèlement, il devient vraiment harcèlement lorsque ça porte atteinte à votre dignité, à votre personne. Alors, lorsque vous parlez du harcèlement, lorsque nous prenons par exemple le milieu scolaire, le milieu estudiantin, vous savez, les activités c'est sur la toile, nous lisons un peu la toile, les commentaires de part et d'autre. Certains ont commencé depuis avant-hier à dire par exemple qu'il faut désormais que, peut-être avant d'avoir un rapport sexuel avec une femme, il faut désormais faire signer une fiche de consentement et que peut-être il faut aussi revoir aussi le code vestimentaire des étudiantes et des élèves. Rien ne justifie le harcèlement sexuel. Rien ne pourrait justifier le harcèlement sexuel. Quand on parle d'habillement, moi je dis toujours non. Ce n'est pas parce que, est-ce que moi je peux vous toucher à brûle pour point là, au niveau de votre sexe, même vos biceps. Moi c'est vêtu. Je suis totalement vêtu. Même si vous êtes vêtu, moi par exemple, toutes mes excuses, mais j'aime les gros bras. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'irai vous toucher. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous toucher à brûle pour point ou bien vous pousser comme si votre corps était à ma merci. Je ne peux pas. Et lorsque je vais travailler, je vais étudier, je suis allée étudier. Comment est-ce que l'éducateur, celui qui doit me donner le savoir, va commencer à me soumettre? Parce que le harcèlement sexuel se passe de telle sorte que c'est comme si vous ne donnez pas votre corps, vous n'allez pas pouvoir... Est-ce que quelque part, Angela, est-ce que l'on ne doit pas revoir un peu le code vestimentaire? Parce que est-ce que vous savez que... Quel code vestimentaire dans une... Il y a des tenues qui sont incitatives, il y a des tenues qui, quand même... C'est vous qui avez... En fait, c'est vous qui avez la mentalité d'un harceleur. C'est là parce que... Non, du tout pas. Parce qu'il y a eu un sacré... Non, ne me dites plus ça. Il y a un sacré féminin. Oui, lequel? Même dans les couvents, les femmes, elles sont... Elles sont torse nu, voilà, la poitrine, on peut bien les voir. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'il y a autant de harcèlement ou de viol. Il faut comprendre que nous, on a voulu moderniser la société. En ville, ça ne se passait pas aussi en d'autres temps? Les gens respectent les femmes. Les gens respectent les femmes dans nos villages là. Même quand il y a la polygamie, la première femme, elle est bien respectée. C'est une hiérarchie. Mais ici, en ville, là, le gars, il ne respecte pas. Quand on voit une femme, on pense directement à son sexe. Même quand vous lui faites la cour, aujourd'hui, c'est directement le sexe. Mais pourquoi? Nous avons un corps. Une femme a un corps, mais elle a aussi la tête. Et c'est ça que nous revendiquons par rapport au harcèlement sexuel. Le professeur, il n'a pas le droit de faire ça. Moi, j'ai subi ça. Un professeur qui doit te donner le savoir. C'est lui qui est ton professeur de mémoire. Mais il te donne des rendez-vous. Tu arrives le matin, il te demande ton ami ne t'a pas bien fait l'amour la nuit ou bien des choses comme ça. Moi, je sais faire. Si je te prends, si je te suce, des choses comme ça. Est-ce que nous sommes venus parler de la chose sexuelle ou bien travailler? Comment est-ce que des professeurs peuvent se comporter comme ça alors que l'enfant est sous, enfin, pas sous son emprise, mais sous sa responsabilité en tant qu'éducateur? C'est pas du tout normal. Mais lorsqu'on parle du harcèlement, d'aucuns estiment qu'il n'y a pas que l'homme qui abuse de la femme. Il y a également des femmes qui abusent des hommes. Oui, c'est dans tous les sens qu'il y a le harcèlement. Je ne vais pas nier qu'il y a des hommes qui sont harcelés par leur patron. De toutes les façons, le rapport que vous avez avec votre corps est différent du rapport que nous avons. La perception que vous avez de votre corps est différente de la nôtre. Lorsque un homme finit par avoir des relations sexuelles avec sa patronne, il va se bomber le torse pour dire « Ah, je l'ai eu celle-là ». Mais moi, en tant que femme, c'est ce que j'ai de plus digne, c'est ce que j'ai de plus, comment je vais dire, de plus sacré, voilà. Et donc, quand, contre ma volonté, sans mon consentement, c'est quand même mon corps, on vient me cambrioler, on vient me voler mon intimité, et puis, moi, je ne peux pas aimer ça.
Vous comprenez, oui, je ne peux pas accepter ça. Angela Kpeja, depuis quelques mois, on a vu quand même sur ce chemin de bataille de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez même sorti un ouvrage dans ce sens. Il y a également l'organisation non gouvernementale N'aie pas peur qui est active dans ce sens. Quelle est votre contribution à vous dans ce combat-là, qui est désormais qui fait partie des combats du chef de l'État, Patrice Talon? Vous savez, les violences de façon générale ont un point commun, c'est le silence que les victimes gardent. Lorsque on veut lutter contre un phénomène, il faut déjà des données. Et comment avoir des données si les gens ne parlent pas? Et le harceleur ou bien le violeur, il ne fera jamais une seule victime à cause justement du silence des victimes. Donc, justement, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont les dispositions que vous voulez prendre? Oui, je suis en train de vous expliquer ce que moi j'ai déjà fait. Déjà, le 1er mai, en parlant, c'est déjà un pas. Et vous avez dit que je suis auteur de Bris de silence. Je voudrais très clairement dire aux femmes que il faut commencer à parler. Il faut briser le silence. Il faut avoir une grande estime de soi. Se dire que le gars, il m'a fait mal à moi. Et quand il voulait me faire mal, il n'a pas pensé à moi. Il n'a pas pensé aux conséquences. Et il ne m'a pas mis au cœur. Il n'a pas pensé à ce que moi je deviendrai s'il me fait ça. Donc, moi, je dois assez m'aimer pour dire non à ça. C'est mon corps et il faut se dire qu'on est assez intelligent. Donc, il faut briser le silence. C'est en ce sens que je pense que j'ai contribué énormément à briser le silence, à aider, à donner la main aux autres femmes, aux autres victimes de façon générale, et à leur dire de dénoncer. Ensuite, je suis du corps médical. Et pour faire une thérapie, il faut pouvoir parler. Hein? Lorsque vous avez des alcooliques, par exemple, ou même des femmes qui ont été violées, quand elles se parlent entre elles, elles arrivent à se dire « Ah, je ne suis pas seule, je pourrais guérir, je pourrais surpasser ça. » Et c'est de dire à toutes ces victimes-là également qu'elles ne sont pas seules. C'est pour ça, Bris de silence. Ensuite, n'aie pas peur, parce que sur toute la ligne, on a peur. Moi, par exemple, si je n'étais pas... Aujourd'hui, je suis une femme libre. Je ne suis sous l'emprise d'aucune personne, d'aucun homme. Donc, je me dis que je peux y aller. Mais sinon, si j'étais encore, par exemple, sous le toit d'un homme ou sous l'emprise d'un homme, je vais penser à la belle famille, je vais penser à mes enfants, je vais penser à ce que les autres vont dire. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Vous voyez toute l'ambiance qu'il y a autour de moi. Pardon, laissez-moi aller jusqu'au bout d'abord. Donc, il y a la peur sur toute... Il y a la peur sur toute la ligne. Donc, moi, j'ai voulu leur dire que il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et dans l'ONG, ce que je fais, c'est la prise en charge de la victime. Et c'est en cela que je dirais que les lois ne vont pas tout faire. Vous voyez, lorsque j'ai pas la peur, je n'ai pas peur, je brise le silence, je deviens encore plus vulnérable. Je veux donner juste l'exemple de cette dame qui, dernièrement, a refusé qu'on emprisonne finalement son mari, alors que le mari la battait d'une façon vraiment indigne, inhumaine, paraît-on. Donc, c'est de prendre en charge psychologiquement la victime, la préparer à faire face au regard des gens, à toutes ces difficultés qu'elle aura, les pressions, les intimidations. Donc, la prise en charge de la victime. Et c'est pour ça que les lois ne feront pas tout, comme je le disais. Les lois... Qu'est-ce que vous voulez dire en d'autres termes? Les lois ne feront pas tout. Est-ce à dire qu'on ne va pas punir tout le monde? Est-ce à dire que la loi ne pourra pas punir conséquemment au crime qui a été commis? Mais qu'est-ce que la loi fera si les gens ne dénoncent pas? Et si, quand les gens dénoncent, les juridictions ont une lenteur que je n'ai pas d'adjectif pour qualifier, c'est des va-et-vient à n'en point fini, humiliant. Et donc, la victime est obligée à chaque fois de raconter, et chaque fois que vous racontez, c'est un cauchemar que vous vivez, et personne ne pense à ça. Ni conseil, ni les avocats, ni les juges, ni les procureurs, ils sont là, et puis
c'est-à-dire, on ne pense pas à ce que la victime éprouve et on lui fait revenir à tout bout de champ. Angela, est-ce que vous savez que dans notre société, pour la plupart du temps dans nos sociétés africaines, tout ce qui est lié au sexe, on ne veut pas véritablement en parler. Est-ce que vous pensez que notre société béninoise, par exemple, est assez mature pour tout le temps... Il y a la culture du viol. Il y a tous ces comportements et attitudes qui sont largement... disons, partagés par les hommes et qui favorisent justement le viol. Et c'est pour ça que le viol et les violences faites aux femmes, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit qu'il faut mettre ce patriarcat-là à terre. Ce n'est pas parce que vous êtes un garçon que vous avez droit de vie et de mort sur le corps de la femme ou sur la femme. Alors, une autre interrogation, nous attendons progressivement vers la fin de cet entretien. Est-ce que, parce que nous parlons de ce combat de harcèlement sexuel, qu'on ne peut pas avoir à l'avenir un patron qui prend pour épouse quelqu'un qui est venu faire un stage chez lui? Est-ce qu'on peut avoir à l'avenir un enseignant qui décide d'épouser une étudiante qu'il a connue en amphi? Est-ce que parce qu'il y a ce phénomène ça va se faire dans les règles de l'art? Généralement, quand il y a consentement, on ne viendra pas raconter des choses. On va le faire dans les règles de l'art. Il y a eu des cas comme ça où l'enseignant a épousé son étudiante ou même enfin, on dit dans notre jargon, dans notre langue, que la chèvre broute là où elle est attachée. Voilà. Donc, on ne va pas refuser ça, mais ça va se faire dans les règles de l'art. Tant que c'est pas... Et justement, moi, si j'ai un conseil à donner à ces étudiantes qui sortent avec leur professeur ou alors les employés qui sortent avec leur patron, c'est justement de bien travailler. Lorsque vous sortez avec un de vos patrons, il faut faire il faut faire les choses tellement bien qu'on n'ait rien à vous reprocher et que lorsque ce patron-là ou ce professeur va partir, qu'on remarque que vous en avez dans la tête, parce qu'une femme est d'autant plus belle qu'elle est intelligente. Angela Kedia, j'ai une question un peu particulière à votre égard, ça va peut-être vous choquer. Que pensez-vous de ceux qui estiment que vous n'êtes pas bien placé pour le combat que vous menez aujourd'hui? Alors ces personnes-là n'ont qu'à venir faire ça. Est-ce qu'ils ont une autre image de Angela Kedia? Je me fous de cette image que ces personnes-là ont de moi. Je m'en fous royalement de ça. Et c'est normal, hein, ces questions-là sont tabous dans notre société. Et quand moi je viens blanc et que je dis que les choses vont changer, c'est normal que j'ai toutes ces personnes-là contre moi. Le changement de comportement en tant que spécialiste ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis la femme a été moulée dans un moule où on ne parle pas. Et aujourd'hui, voilà une dame qui arrive, peut-être avec un passé que les gens interprètent de leur façon. Vous savez, dans notre pays là, nous sommes très hypocrites. En réalité, là derrière est même beaucoup plus pourri que la mienne. Et donc moi, enfin, ça ne me dit absolument rien. Il m'arrive de broyer du noir, c'est clair. Et on ne va pas dire qu'on ne tombe pas. Quand on tombe, l'essentiel, c'est de pouvoir se relever. Moi, je me relèverai. Les gens disent que je suis une prostituée et que ce n'est pas moi qui vais venir régenter ces choses-là. Même la prostituée, le centième client-là, on a vu des femmes qui ont quand même effectué, par exemple, des audios sur la toile, qui ont quand même eu à vous attaquer. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre espace de travail aujourd'hui, Angela? C'est très, très difficile. L'espace de travail est très, très difficile. Mais je veux donner l'exemple. C'est pas grave. Hier, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu me voir. C'est une anecdote, hein, et cette personne-là est tombée sur un monsieur et a demandé après moi mon bureau, mais on l'a renvoyé presque. Et cette personne a commencé même à trembler, a dû me rappeler. Donc, c'est vous dire que je suis dans un milieu où les gens savent que ça se passe. Elles ont même, il y a des victimes. Oui, ils ont été même victimes par endroit, mais voyez-vous, ces gens-là sont déjà éduqués à accepter
ce genre de choses. Dans notre société... C'est une anomalie qui est une norme, pratiquement. Oui, oui, voilà, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la culture du viol. C'est des comportements et attitudes largement partagés qui tendent à faire du viol, des violences sexuelles à l'égard de la femme, une norme dans notre société, si bien qu'elles ne comprennent pas que moi, je me lève et que je puisse en parler comme ça. Franchement, que je mette tout sur la place publique comme ça. Sur la place publique. Alors, Angela Kekpedia, avant-dernière question. Ce combat-là va se mener, on parle de harcèlement sexuel, on parle de violence sur la base du genre. Dans un voix populaire qu'on a eu à adresser, en entendant nos micros à quelques citoyens, ils ont estimé que cette loi, même si elle venait à être votée, elle ne va pas se mener avec efficience, étant donné que on entend par exemple des députés qui battent leur épouse, on entend par exemple des personnes replacées sur le plan politique qui quand même arrivent quand même à bastonner leur épouse, mais qui ne sont jamais inquiétés. Est-ce que vous pensez que la lutte va véritablement se mener avec efficience, ou ce serait que ceux qui n'ont véritablement pas une emprise charismatique qui seront ébranlés? Est-ce que vous connaissez le président Talon? Hein? Vous le connaissez? Moi, je suis très sûre que ce sera sans merci. Et je me réjouis déjà. Hier, il y a des doyens qui étaient face au procureur pour se justifier. Moi, je suis très, très contente et ça va aller comme ça. Il suffit pour la femme d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une autre représentativité de soi-même pour parler, parce que c'est la dénonciation. Quand on accepte ça et on vit sous l'emprise de ces choses-là, c'est soi-même qu'on détruit. Vous allez peut-être vous suicider, vous allez ne pas être épanoui dans votre milieu professionnel, même dans le milieu estudiantin, vous n'allez pas vous épanouir, dans le milieu scolaire, vous n'allez pas vous épanouir. Donc, c'est aux femmes d'avoir le courage d'y aller. Mais ensuite, les juridictions doivent prendre leurs responsabilités. Les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités, parce que comment comprendre que lorsque vous brisez le silence, vous n'avez pas le soutien de la première cellule familiale. Ce sont les parents qui trouvent votre mère qui a été moulée dans cette horreur-là, qui dit pourquoi tu dois parler. Et le papa qui met la pression à cause de son rang social et qui refuse. Il va falloir qu'on travaille à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'INF, là, l'Institut national de la femme, il doit prendre ses responsabilités aussi pour prendre en charge les victimes. Parce que quand on dénonce, on est vulnérable. On a à dos tout le monde, la cellule familiale, l'entourage, la société, le milieu dans lequel on est en train d'évoluer, et sur le plan social, on est vulnérable, même sur le plan juridique. Parce que, oui, parce qu'on va justement à la police. Je l'ai déjà écrit sur ma page Facebook. Vous allez à la police, c'est le policier là, parce qu'il est un homme et que dans sa tête, il a droit de vie et de mort sur moi, qui va me dire, ah, toi-même, tu es trop belle, qu'est-ce que tu as porté? Il faut que de plus en plus vous enlevez ces choses-là de votre tête. Ce sera une lutte sans merci. Tant que moi, je vivrai là, je serai là à être, à faire la veille. À faire la veille. Alors, un dernier commentaire, un dernier message à l'endroit de vos jeunes sœurs, ces étudiantes qui vous admirent, qui vous suivent, ces élèves également qui, depuis un certain temps, quand même, sont très actifs sur la page Facebook d'Angela Kekpedia, quand même, moi, à l'endroit, en ces temps de lutte pour la protection de la femme. Voilà. Mes premiers mots iront vers les victimes. Franchement, c'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules. Et une femme violée ou bien une femme harcelée dans son milieu de travail se retrouve vraiment seule. Et c'est de leur dire quand même qu'elles ne sont pas seules et qu'il faut avoir foi en ce qu'on fait et puiser toute sa force en cette foi qu'on a en soi, qu'on peut y aller. Et une femme est d'autant plus belle qu'elle est intelligente. Il faut tourner dos à cette facilité. Il faut se former. Et je dirais à toutes ces personnes qui nous suivent que il faut que nous changions de paradigme. Le garçon et la fille, il faut les éduquer de façon à ce que le garçon sache qu'il faut respecter la fille. Ce n'est pas parce que lui, il est garçon qu'il est autorisé à toucher n'importe comment et
à ne pas savoir se maîtriser. Donc, c'est l'éducation aussi qu'il faut que nous nous mettions ensemble pour changer à ce niveau-là. Comment comprendre donc que nous, femmes, nous essayons d'éduquer des hommes qui se rebellent encore après contre nous. Donc, nous avons un grand rôle à jouer et nous n'y arriverons pas en n'ayant pas une certaine solidarité. Donc, la solidarité féminine, il faut comprendre qu'elle est nécessaire. Vous ne verrez jamais des hommes se battre de cette manière-là. Ils nous ont mis en compétition et vous devez comprendre que c'est pas normal. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on éduque autrement nos enfants et qu'on se forme. Merci à vous, Angela Kweidja. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication pour la santé. Vous êtes journaliste à l'ORTB, président de l'ONG N'aie pas peur, auteur de Bris de silence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur Free Matin, chers amis internautes.